Donc c'est parti pour encore 2 parties pédagogiques avec une cadence de 10 minutes. À chaque fois, il me lance 2 parties en même temps. Alors, avec E4, on va répondre E5. Et on va suivre les principes de base qui sont donc de prendre le centre avec les pions et les cavaliers. Puis voir où ça nous mène. Donc là, il propose la variante des 4 cavaliers. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de différent pour ça? Est-ce qu'on pourrait sortir le fou ici ou ici? Je crois qu'on va continuer avec le principe de base et simplement sortir notre cavalier. On se retrouve avec 4 cavaliers au centre. Il développe un fou. C'est pas une mauvaise idée. On va développer le nôtre aussi. Et pour l'instant, on est vraiment en train de copier exactement ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a des bons principes d'ouverture, on va pas s'en priver. Il développe son pion pour pouvoir sortir son fou à lui. Et on va faire la même chose. Le seul désavantage de cette option, c'est que ça bloque notre fou en arrière. Il ne peut pas revenir en arrière maintenant, notre fou. Il développe son fou à lui. On va développer le nôtre. Et là, on est exactement symétrique. Il propose de chasser notre fou. On ne va pas le copier, parce que si on copie et qu'il prend, je ne peux pas prendre, sinon il vient sur échec. Ok? Donc il y a des moments où il faut savoir arrêter de copier, et là, c'est typiquement le moment. Donc, on va simplement reculer notre fou, maintenir le clouage du cavalier sur la dame, et ok, il prend. On va pas reprendre du pion, sinon on va casser notre structure de pion. On aime que les pions soient copains. Et du coup, on développe. Normalement, le coup normal, c'est de développer son cavalier ici, d'attaquer la dame et d'attaquer la fourchette. Donc, le seul coup possible pour nous, c'est de revenir en arrière. Évidemment, pas en E7, parce que sinon, on se prend. On perd la dame en 1. Et ici, la dame continue à protéger la fatidique case C7. Roc, c'est un très bon coup pour mettre le roi à l'abri. On va faire pareil. Jusqu'à maintenant, je joue très bien notre adversaire. Ici, j'ai un coup très tentant qui est de mettre mon cavalier ici et de faire une chose primordiale qui s'appelle mettre la pression sur les pièces clouées. Donc là, notre adversaire a remarqué que sa pièce était clouée et on avait marre de ça et a décidé de sortir du clouage. Seul défaut, c'est que en faisant ça, moi, si je décide de prendre, eh ben, la seule protection qu'a ce cavalier est le pion devant le roi. On sait que le roi a toujours besoin d'une défense saine. Ici, elle est très saine sa défense parce qu'en plus d'avoir les 3 pions devant lui, il a une petite case de sortie au cas où on arrivait à mettre une tour à l'arrière. Mais en faisant ça, il va casser complètement sa structure si je prends. Et je crois que c'est ce que je vais faire parce que même si un fou vaut légèrement plus qu'un cavalier, la défense du roi est primordiale aux échecs. Alors maintenant que le roi est à découvert, je vais ramener des pièces pour mettre la pression sur son roi. Je vais sortir ma dame pour attaquer le pion. Je vais amener mon cavalier pour attaquer ce pion-là. Et finalement, je vais apporter des tours dans l'histoire. Ou cette tour-là, ici. Je peux également décider d'ouvrir le jeu pour que la tour puisse s'infiltrer plus facilement. Mais on voit que même si l'adversaire a un pion ici, un cavalier pardon, ici bien développé, ça commence à être très dangereux pour lui. Donc ici, ce serait juste un mauvais coup de maintenant sortir le pion parce que il y aurait une attaque à la découverte. Peut-être je parle trop et c'est le moment de faire un coup. Mais si par exemple, j'avais dit tout à l'heure, ce serait bien de sortir ce pion pour pouvoir mettre la tour en face du roi. Ici, ce qui se passerait si je sortais ce pion, c'est que je serais affaibli sur les cases blanches et
tout au bout, il y a ce fou blanc qui, une fois le cavalier libéré, pourra faire des dégâts sur mon roi. Du coup, ici par exemple, je perdrai une tour. Alors, au prix du pion C7, je vais mettre ma dame en H4. Notre adversaire réfléchit. Il y a aussi une situation un peu cocasse là. C'est que je peux venir prendre ce pion sur échec et me donner un temps d'avance. Comment est-ce que je ferais ça? En fait, en venant ici, je peux donner un échec qui est sans souci, vu que mon adversaire ne peut pas prendre ma dame, vu que mon fou est en train de clouer ce pion. Ça risque de le déstabiliser et je peux en plus récolter tous les pions qu'il y a autour. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si je venais juste prendre ce pion ici, mon adversaire aurait eu à son tour le droit de jouer. C'est exactement la même situation maintenant que si tout à l'heure j'avais pris le pion, sauf que là j'ai gagné un temps. J'ai gagné un temps sur mon adversaire. Ici je peux même gagner un autre pion en faisant la même stratégie, c'est-à-dire d'abord donner un échec. Mon adversaire doit se déplacer, c'est la seule case possible. Redonner un échec. Là il doit revenir ici. Ah non, pas forcément. Là il pourra monter. Ce sera même une très bonne possibilité pour lui. Là, je vais faire quelque chose qui va commencer à mettre sérieusement mon adversaire en danger, c'est ramener le cavalier. Le cavalier et la dame, lorsqu'ils travaillent ensemble, ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent faire des échecs qui mettent très facilement. Et ici, on va mettre mon adversaire vraiment en difficulté en ramenant ce cavalier en D4. Je menace. En fait, quelles sont les seules cases qui restent à mon roi, au roi de mon adversaire? Les cases H1, H2 et G2 sont déjà prises par la dame. Évidemment, il ne peut pas aller là, ni là, parce qu'il y a des pièces à lui. Et ici, le cavalier, en plus de faire une fourchette royale, il délivre un échec et mat. Mon adversaire a été beaucoup trop gourmand en venant manger ma tour. Cette tour, c'est un sacrifice, mais j'en ai absolument pas besoin pour l'échec et mat que je donne ici. Il n'y avait pas vraiment de meilleur coup à part ça. On voit ici que la barre d'évaluation dit que je suis déjà à 6,8 parce que pour protéger ce pion, évidemment, sortir la tour, ça ne sert à rien vu que la dame, elle couvre aussi cette case. Pour protéger ce pion, il faut amener la dame ici et la sacrifier. C'était la seule solution. Et là, à la fin, il pouvait prendre la tour, mais je me retrouve avec un avantage considérable de matériel et de développement. On revoit juste la partie. Mon adversaire a très bien joué son développement. Et ici, c'était le moment de faire autre chose. Alors, l'ordinateur dit que c'est pas forcément le meilleur coup, mais on est en train de jouer normalement. Il n'y a rien de grave. Ici, il fallait évidemment casser la structure du roi. Et là, l'ordinateur dit que c'est pas forcément le meilleur coup parce que le roi peut venir protéger le pion. Mais ça reste très dangereux. Tout est ouvert et il y a encore un avantage.
Ici, c'était le bon coup pour venir prendre les pions sur échec et finalement ramener le cavalier pour faire le coup fatidique. Évidemment, c'était ça le seul coup possible. Prise, prise. Encore des échecs pour la forme. J'ai pas compris pourquoi... Pourquoi? D'accord. Ok. Bref. J'espère que ça vous a été instructif. On va faire la deuxième partie. Merci TVR. Très content que mon Elo te plaise. Ok, alors quand les adversaires commencent avec ce coup de cavalier F3, généralement, ils aiment le coupler avec D4 après. Ça s'appelle une transposition. Généralement, ce coup va bien avec D4. Et c'est pour ça que moi, je vais moi-même faire D5 et laisser... Bon. C'est absolument pas ce que j'avais prévu. Donc, je vais développer mon cavalier à moi. Ok, voilà. Enfin, voilà, c'est pas non plus ce que j'avais prévu. On va continuer à prendre le centre. Ici, maintenant que le pion est supporté. Ok. Mon adversaire sacrifie son cavalier. C'est absolument pas un bon coup. La partie est difficilement pédagogique. Mon adversaire est en train de tout sacrifier. Du coup... D'accord. Je peux encore prendre ce pion. Il n'y a rien qui va m'arriver. Il peut me faire une attaque à la découverte ou m'attaquer directement avec son pion. Vu qu'on a une avance en développement, on va faire des échanges. C'est-à-dire, je vais mettre mon fou ici. Normalement, il va protéger avec son fou à lui. Et je vais pouvoir échanger les pièces. On sait que quand on a un avantage matériel, il est avantageux de... oh mon dieu. Il est avantageux de faire des échanges. Okay. Là, il a carrément des requis. La situation commence à être critique pour lui. Je vais donner encore un échec pour voir où ça le mène. S'il décide de venir ici, j'arrive à lui faire un échec et mat. Toujours voir quels échecs on peut faire. Quels sont les échecs, quelles sont les captures et quelles sont les attaques. Ici, c'est un échec et une fourchette. D'accord. Donc, toujours dans l'idée que qui échanger est bon dans lorsqu'on a un avantage. Je vais ici faire un échec qui propose un échange en fait de cavalier. Et là, je vais simplement récupérer le cavalier et continuer avec mon avantage en plus d'avoir le roi adverse sur la case C2. Ok, là j'ai développé une pièce pour venir attaquer ici, mais il a très bien vu mon adversaire et il a mis sa tour là. Malheureusement, il y a un coup mortel pour lui. C'est ce coup de dame en C3. Pourquoi? Ça donne échec et mat directement. Il faut connaître ces échecs et mat. En fait, ici, c'est comme si la dame, elle était en face du roi protégé, juste devant. Supposons que cette rangée n'existe pas. C'est comme si c'était l'échec et mat classique de la dame en face du roi qui donne le bisou de la mort. Parce que, en plus de couvrir ces deux autres cases, le roi ne peut pas aller en arrière à cause de sa tour et de sa dame, et il ne peut pas non plus aller là à cause de la dame qui est derrière. Du coup, c'est échec et mat.